L'affaire qui entoure Didi plonge le tribunal dans une atmosphère lourde et énigmatique. Une affaire sombre, complexe, presque irréelle, où chaque détail semble cacher un secret plus grand encore. Lundi matin, après plusieurs mois de silence et de rumeurs, le procès tant attendu d'une figure médiatique controversée a enfin commencé. Dès les premières heures de la journée, l'agitation était palpable. Une foule dense s'est formée devant le tribunal fédéral de Brooklyn, bien avant l'ouverture des portes. Journalistes, blogueurs, curieux, tous espéraient avoir une place à l'intérieur pour assister au début d'un procès qui promet d'être explosif. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. L'accusé, vêtu sobrement d'un blazer gris et d'une chemise claire, s'est installé à côté de son équipe de défense. Aucun membre de sa famille n'était visible dans la salle, un détail que beaucoup ont remarqué. Certains y voient une stratégie légale visant à désolidariser l'image de l'accusé de toute émotion familiale susceptible d'influencer les jurés. D'autres pensent à un isolement volontaire. Avant qu'on entre dans le cœur du récit, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines mises à jour, car ce procès promet rebondissement, révélation et tension jusqu'au bout. Le juge a ouvert l'audience à 8h45 précise. Mais pas de révélation fracassante pour ce premier jour. L'étape cruciale du jour, la sélection du jury, une tâche aussi banale qu'essentielle et souvent sous-estimée. Aux États-Unis, ce sont les jurés qui tranchent sur la culpabilité, pas les juges. Et pour un procès de cette envergure, la neutralité absolue est presque une illusion. Les potentiels jurés ont défilé, chacun interrogé minutieusement. Avait-il entendu parler de l'affaire? Avait-il une opinion? Connaissait-il quelqu'un impliqué, de près ou de loin? Beaucoup ont dû admettre qu'ils avaient déjà des informations. Les réseaux sociaux, les forums, les vidéos virales, difficile d'échapper au bruit ambiant. Certains ont même reconnu avoir vu le clip controversé diffusé il y a quelques mois. Ceux dont les réponses semblaient trop biaisées ont été écartés. Une femme a été disqualifiée après avoir révélé qu'un proche avait été victime d'une situation similaire. Un autre homme, ancien avocat, a été rejeté parce qu'il connaissait personnellement l'un des experts appelés à témoigner. Une autre a été exclue pour avoir exprimé un avis déjà bien tranché sur la moralité de l'accusé. Le moment le plus étrange est arrivé lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années, visiblement perdu, a demandé au juge s'il pouvait poser une question. Est-ce que c'est vrai que ce procès sera retransmis à la télévision? La salle est restée silencieuse. Le juge, sans sourire, a répondu « Ce n'est pas prévu ». Et pourtant, malgré ses propos confus, cet homme était resté dans la shortlist des jurés potentiels. Pendant ce temps, la défense scrutait chaque visage. Ils prenèrent des notes, échangeaient discrètement. Le moindre détail compte, posture, ton de voix, hésitation. Le but est clair, identifier les personnes influençables, les plus susceptibles de se laisser porter par un argument bien formulé. En parallèle, une liste d'une centaine de personnalités publiques a été remise aux jurés potentiels. Des noms connus pour évaluer si un lien, une émotion ou une opinion pouvait surgir. Le juge a insisté, ce que vous savez sur ces personnes ne doit pas affecter votre jugement. Mais comment être sûr que ce sera le cas? Vers midi, la séance a été suspendue. Le juge a précisé que la sélection devait être terminée d'ici le 11 mai, afin de lancer les plaidoiries d'ouverture dès le 13. Une date déjà surlignée en rouge dans tous les calendriers. Les plaidoiries, c'est le moment où tout bascule. Chaque camp expose sa version des faits. Qui a fait quoi? Quand? Pourquoi? Et surtout, avec quelles preuves? C'est là que le procès devient un vrai spectacle judiciaire. Ce que l'on sait déjà, c'est que la partie adverse compte frapper fort. Témoignages, vidéos, documents internes. L'objectif est de démontrer un schéma de comportement sur plusieurs années. De leur côté, les avocats de la défense semblent miser sur la crédibilité et la constance de leurs clients. Ils insistent sur le manque de preuves directes et sur les motivations douteuses de certains témoins. L'audience du lendemain n'a fait que renforcer cette impression de tension. Dès 7h du matin, les premiers spectateurs faisaient à la queue dans l'espoir d'entrer. Les places sont limitées et la médiatisation autour du procès transforme chaque journée en événement. Une fois la salle pleine, les choses ont repris là où elles s'étaient arrêtées. L'interrogatoire des jurés potentiels s'est poursuivi.
mais l'ambiance semblait plus nerveuse. Le juge, d'ordinaire calme, a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler les règles de conduite. Un homme a été expulsé de la salle après avoir tenté de filmer les échanges avec son téléphone. Côté défense, une nouvelle stratégie s'est fait sentir. Cette fois, l'équipe juridique semblait vouloir provoquer certaines réactions pour mieux observer les réactions émotionnelles des candidats au jury. À plusieurs reprises, des phrases volontairement ambiguës ont été lancées. Des allusions à des éléments non encore confirmés, une forme de test. Plusieurs jurés potentiels ont été écartés après ces échanges. Un homme a éclaté en sanglots en entendant une description sommaire des faits supposés. Une autre, visiblement choquée, a quitté la salle sans un mot. En parallèle, les spéculations en ligne continuent de croître. Certains forums analysent les choix vestimentaires de l'accusé. D'autres décortiquent chaque mot prononcé par les avocats. Le procès s'étend bien au-delà des murs du tribunal. Et l'accusé dans tout ça, il reste silencieux, presque figé. Parfois il prend des notes, parfois il observe fixement un point invisible. On ne sait pas s'il écoute vraiment ou s'il est ailleurs. Son attitude alimente les interprétations. Demain, selon les prévisions, les derniers jurés devraient être sélectionnés. Le juge a annoncé que, sauf incident majeur, le jury complet serait prêt pour lundi matin. Et à partir de là, les choses sérieuses commenceront. Les médias ont d'ores et déjà prévu une couverture quotidienne. Chaque soir, des émissions spéciales seront diffusées, avec des panels d'experts, d'anciens avocats, de psychologues. Chacun y va de son analyse, parfois sérieuse, parfois sensationnaliste, et cela influence, d'une manière ou d'une autre, l'opinion publique. Il ne faut pas oublier que, même si les jurés n'ont théoriquement pas accès à ces contenus, la pression extérieure peut filtrer. Un commentaire entendu, dans un ascenseur, une discussion volée, dans un couloir, tout peut peser. D'ici peu, les déclarations d'ouverture vont définir le cadre, et ce sera aux jurés de décider quelle version leur semble la plus plausible. Avec des enjeux aussi lourds, chaque mot aura un poids. Le mardi suivant, dès l'aube, les chaînes d'infos déployèrent déjà leurs caméras. Cette journée marquait un tournant, l'ouverture officielle des plaidoiries. Devant le palais de justice, les files d'attente s'étiraient à nouveau, composées autant de journalistes que de simples citoyens fascinés. Il était clair que ce procès dépassait le cadre juridique. C'était devenu un phénomène culturel. À 9h tapantes, les 12 jurés et les 6 suppléants ont pris place. Le silence dans la salle était presque religieux. Puis l'accusation s'est levée, ouvrant le bal. Le procureur général, une figure connue pour ses procès à fort retentissement, a d'abord brossé un tableau méthodique. Il a déroulé une chronologie détaillée, point par point, insistant sur des faits que beaucoup ignoraient encore. Les premières minutes ont suffi à captiver la salle. Le ton du procureur était calme, mais tranchant. Il ne criait pas, mais chaque mot semblait peser, chaque pause calculée pour produire un effet. Il a évoqué des documents inédits, promis des témoignages accablants et affirmé qu'à la fin du procès, il ne subsisterait aucun doute raisonnable. Les jurés, concentrés, prenaient des notes à la volée. Lorsque ce fut au tour de la défense, le changement de registre fut frappant. Plus théâtrale, l'avocate principale a tenté de briser la tension par un ton plus chaleureux, presque familier. Elle a immédiatement dénoncé une tentative de démolition médiatique, expliquant que son client était victime d'un emballement collectif nourri par des préjugés et une guerre d'images. Elle a rappelé le principe fondamental de la présomption d'innocence et a prévenu que certains témoins, attendus par l'accusation, étaient loin d'être objectifs. Elle a aussi pointé du doigt les contradictions dans les récits et la temporalité étrange de certaines révélations. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tous en même temps ?» a-t-elle répété à plusieurs reprises. Les spectateurs, eux, étaient indivisés. Certains acquiesçaient discrètement aux propos du procureur, d'autres semblaient convaincus par la force tranquille de la défense. Sur les réseaux sociaux, les extraits vidéo de ces premières plaidoiries circulèrent déjà, découpés, montés, commentés à l'infini. Pendant ce temps, l'accusé restait stoïque. Visage neutre, mains croisées. Aucun signe de nervosité. Était-ce du sang-froid, de l'indifférence, ou simplement une stratégie soigneusement mise en place? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que cette attitude faisait partie intégrante du récit que la défense voulait projeter. L'après-midi a été consacré à l'audition du premier témoin.
Une ancienne collaboratrice, aujourd'hui retirée de la vie publique, est venue témoigner à huis clos. Pourtant, même derrière des portes fermées, les rumeurs ont filtré. Certains journalistes affirmaient qu'elles auraient fourni des détails troublants sur les coulisses de certains événements évoqués dans l'acte d'accusation. À la sortie de la salle, son visage semblait marqué. Elle n'a répondu à aucune question, entourée par 2 agents de sécurité. L'image de cette femme quittant le bâtiment, muette, la tête basse, a rapidement fait le tour des réseaux. Le juge a levé la séance en fin d'après-midi en demandant une stricte confidentialité sur le contenu des témoignages fermés, mais c'était peine perdue. Le soir même, plusieurs chaînes évoquaient déjà des éléments explosifs et des révélations en cascade. Et ce n'était que le premier jour. Demain, 2 autres témoins sont attendus. L'un d'eux aurait eu des échanges directs avec l'accusé à l'époque des faits présumés. L'autre serait un expert en analyse comportementale, censé décrypter les attitudes et réactions de plusieurs protagonistes impliqués. Le suspense est total. Le public, lui, en redemande. Chaque jour promet son lot de surprises, de tensions et de déclarations inattendues. Le tribunal n'est plus seulement un lieu de justice, c'est devenu le théâtre d'un affrontement sociétal. Mais au-delà du fond, c'est aussi une guerre de perception. Chaque mot, chaque silence était scruté. Une rumeur lancée au bon moment, une allusion floue, peuvent orienter l'opinion. Et dans un procès aussi médiatisé, l'opinion pèse lourd. Les débats devraient durer environ 2 mois. Mais la vérité, c'est que personne ne sait combien de temps cela prendra. Les rebondissements sont inévitables. Et plus le procès avance, plus de nouvelles pièces peuvent émerger. Il y a aussi l'impact financier. On parle déjà de millions perdus entre frais d'avocat, contrats suspendus et perte d'image. Même en cas d'acquittement, certains dommages sont irréparables. Ce procès, c'est plus qu'un affrontement juridique. C'est un miroir tendu à toute une société. Quelle place donne-t-on aux rumeurs? Quelle valeur donne-t-on aux faits? Et jusqu'où peut aller la responsabilité publique d'une figure influente? Je continuerai à vous tenir informés, jour après jour. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Le procès est-il déjà biaisé? Pensez-vous que les jurés peuvent vraiment être objectifs? Est-ce que certaines vérités ne sont peut-être pas encore sorties? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à regarder la vidéo à l'écran et prenez soin de vous et à très vite pour la suite.